Bonjour et bienvenue. Une intervention militaire américaine au Venezuela, la capture du président Nicolás Maduro. Ces dernières semaines, l'Amérique latine a vraiment été le théâtre d'événements qui pourraient redéfinir la géopolitique de toute la région. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des sources pour comprendre la chaîne des événements qui a mené à cette situation, disons, explosive, les justifications de chaque camp, et puis surtout, ce que ça signifie pour l'avenir. Et pour mener cette analyse, on s'appuie sur la technologie de Stylo News qui synthétise pour nous des centaines de dépêches, de reportages internationaux. C'est d'ailleurs, je pense, le bon moment pour mentionner que notre format évolue un peu. Ah oui, c'est vrai. Cette émission s'appelle désormais Stylo News Intel Update et elle sera diffusée tôt le matin. L'idée, c'est de donner les clés de l'actualité dès le début de la journée. C'est exactement ça. L'idée, c'est de donner accès à une vision d'ensemble qu'on ne trouve en fait nulle part ailleurs. L'application Stylo News que l'on peut utiliser est en fait la version grand public d'un outil Stylo Intellops qui est conçu pour les gouvernements, les états-majors. C'est un accès assez unique à une technologie d'analyse, oui. Voilà. Mais assez parlé de nous, retournons aux événements. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ce fameux 3 janvier, il faut revenir un peu en arrière, à la fin de l'année 2025. L'ambiance était déjà tendue, n'est-ce pas Ève? Extrêmement tendu. Les sources décrivent une Amérique latine en plein virage à droite, avec un climat de confrontation de plus en plus fort avec les derniers gouvernements de gauche, dont celui du Venezuela. Et au milieu de cette tension politique, les sources rapportent un détail culturel assez fascinant. Ah oui. Fin décembre, comme chaque année, des chamans péruviens se sont réunis pour leurs prédictions. Et en utilisant des feuilles de coca et de l'ayahuasca, ils ont annoncé la chute de Nicolás Maduro pour 2026. C'est un point intéressant ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet militaire, est-ce que c'est juste une anecdote, un peu de couleur locale, ou est-ce que les sources suggèrent que ça a eu un impact réel? C'est une excellente question. Stratégiquement, bien sûr, ça n'a aucun poids. Bien sûr. Mais les sources le présentent comme un symptôme, en fait, un indicateur du climat régional. C'était un signe que la chute de Maduro devenait une idée, disons, pensable, presque une prophétie populaire. Et ce genre de courant, ça peut affaiblir un régime de l'intérieur, bien avant que le premier coup de feu soit tiré. C'était le volet symbolique. Mais en parallèle, il y avait des actions très très concrètes. Oui, et les États-Unis n'étaient pas inactifs. L'administration Trump avait déjà lancé une opération dans la région, l'opération Southern Spear. De quoi s'agissait-il exactement? Alors, officiellement, c'était une vaste opération anti-drogue dans les Caraïbes. Mais son intensité était inhabituelle. Inhabituel comment? Eh bien, les sources rapportent une escalade notable, avec par exemple une frappe directe sur un quai vénézuélien, ce qui est extrêmement rare, et l'extension des patrouilles américaines jusque dans les eaux colombiennes, juste à la frontière. C'était un message militaire très clair. Et la réaction de Maduro, ça a été de jeter d'huile sur le feu, en accusant publiquement la Colombie d'être la source de tout le trafic de cocaïne. On est vraiment dans l'escalade, là. Exactement. C'est une spirale. Washington augmente la pression, Caracas répond par des accusations et, fait très important, par l'arrestation d'au moins 5 citoyens américains sur son sol. Chaque action entraîne une réaction plus forte. C'est ça. Pourtant, au milieu de tout ça, il y a eu une lueur d'espoir. Enfin, ce qui semblait en être une. Le 2 janvier, juste la veille de l'intervention. Oui, les sources mentionnent que Maduro a soudainement tendu la main. Il s'est dit prêt à négocier avec Washington sur la lutte anti-drogue et même sur le retour des compagnies pétrolières américaines comme Chevron. Oui, On a l'impression d'un dialogue de sourds, ouais. Peut-être d'une offre arrivée bien trop tard. totalement. Et la réponse américaine montre bien à quel point c'était trop tard. Moins de 24 heures après cette offre, le 3 janvier, l'opération Resolution Absoluta est lancée. Le contraste est saisissant. Oui, ça suggère que la décision était déjà prise et irrévocable à Washington. La machine était déjà en marche, quoi. Alors parlons de cette opération Resolution Absoluta. Les premières infos qui filtrent de Caracas ce jour-là, elles parlent de chaos. Oui, les témoignages sur place, relayés par de nombreuses agences de presse, décrivent une série de puissantes explosions dans la capitale. Les cibles semblent avoir été choisies avec soin, le port de La Guaira, qui est vital, et surtout des installations près de la base militaire de Fortuna. Fortune, ce n'est pas n'importe quelle base. Non, c'est le principal complexe militaire du pays, le siège du ministère de la Défense. Frapper si près, c'est une démonstration de force. Le résultat immédiat, ça a été des pannes de courant massives et la panique dans la ville. Et l'ampleur de l'opération était considérable. Les sources parlent de 150 avions. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et il ne s'agit pas juste de chasseurs pour bombarder, ça implique une logistique complexe. C'est-à-dire?
Des avions citernes, des avions de surveillance, de guerre électronique pour aveugler les défenses, et très probablement des drones. Une telle flotte, ça indique une planification méticuleuse. Et une volonté de contrôler totalement le ciel. Exactement. Contrôler l'espace aérien de Caracas pour permettre aux forces spéciales d'opérer au sol. Et ces forces spéciales, justement, elles avaient un objectif très précis. Ce qui est fascinant, c'est la rapidité de la capture de Maduro. Il est capturé dans le palais présidentiel lui-même. Absolument. En plein cœur du pouvoir, à Miraflores, l'opération a abouti à sa capture, ainsi qu'à celle de son épouse, Cilia Flores. Et ensuite? Ensuite, ils ont été exfiltrés et emmenés à bord du navire de guerre américain, l'USS Iwo Jima. Et à partir de ce moment, le Venezuela n'avait en fait plus de chef d'État sur son territoire. C'est là que les deux récits, les deux justifications s'affrontent radicalement. Oui, complètement. Alors, comment les États-Unis ont-ils justifié une action aussi directe? Le président Trump a pris la parole très rapidement. L'argumentaire officiel, c'est la lutte contre le narcoterrorisme. L'opération visait à démanteler des réseaux criminels et terroristes protégés par le régime. Et il a même nommé un ennemi très spécifique. Oui, le Tren de Aragua. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ce gang? Les sources le décrivent comme une des organisations criminelles les plus violentes et étendues d'Amérique latine, bien au-delà du Venezuela. Trafic de drogue, d'êtres humains. Le fait de le nommer, c'est une manœuvre de communication très habile. Ça permet de présenter l'intervention. Non, pas comme une action politique, mais comme une opération de police internationale contre un narco-État. Et au-delà de ça, Trump a annoncé que les États-Unis allaient gouverner le Venezuela de façon temporaire. Oui, et ça c'est peut-être l'élément le plus marquant. Il a parlé d'assurer une transition politique sûre et judicieuse. On est bien au-delà d'une simple arrestation là, c'est une prise de contrôle. Et la réaction vénézuélienne, on s'en doute, elle n'a pas été tendre. Pas du tout, non. Le communiqué du gouvernement, ou de ce qu'il en restait, utilise les termes les plus forts possibles. Agression coloniale, impérialisme barbare. Pour eux, la raison est simple, unique même. Les États-Unis veulent s'emparer des immenses réserves de pétrole du pays. L'état d'urgence a été déclaré et l'armée a été appelée à la mobilisation. Face à une action aussi directe, à deux récits aussi opposés, comment le reste du monde a-t-il réagi? J'imagine que ça a été assez divisé. Divisé est un faible mot. Les sources montrent une fracture géopolitique quasi parfaite. D'un côté, on a un bloc qui a immédiatement et fermement condamné l'opération, avec en tête la Russie et la Chine, je suppose. Exactement. Ils ont dénoncé une agression armée inacceptable. Pour la Russie, il y avait même un enjeu direct. La garde côtière américaine a intercepté un de leurs pétroliers, le Bella 1, qui allait au Venezuela. Ah oui, quand même. Donc, Moscou a déposé une protestation diplomatique formelle. Et avec eux, on retrouve Cuba, l'Iran, mais aussi des acteurs régionaux comme le Brésil et le Mexique. Même s'ils ne sont pas forcément des alliés de Maduro. Voilà. Pour eux, c'est une violation de la souveraineté, un précédent dangereux. D'accord, donc un bloc assez solide contre l'intervention. Et est-ce que Washington avait des soutiens? Oui, un autre groupe de pays a, à l'inverse, salué l'opération. L'Argentine et l'Équateur, par exemple, ont parlé d'étapes nécessaires pour restaurer la démocratie, en reprenant presque mot pour mot les arguments américains. Israël a aussi exprimé son soutien. Et l'Europe dans tout ça? L'UE a adopté une position beaucoup plus prudente. On sent l'embarras. D'un côté, elle exprime sa préoccupation et appelle au respect du droit international. Mais de l'autre? De l'autre, elle rappelle que pour elle, Maduro n'est pas un dirigeant légitime. C'est une position d'équilibriste. On condamne la méthode, mais on ne soutient pas la victime. Et pendant ce temps, la Colombie a demandé une réunion d'urgence de l'ONU. Oui, via son président Gustavo Petro. Cette division politique, on la retrouve logiquement dans la couverture médiatique. Absolument. C'est un cas d'école. Fox News titre sur un succès historique. CNN met plus l'accent sur les tensions diplomatiques, la légalité. En Amérique latine, des journaux comme El Comercio ont une couverture très factuelle, minute par minute. Et à l'autre bout du spectre, on imagine. Oui, des médias russes comme l'Entaru qui soulignent le risque que ce soit le premier acte d'un conflit mondial plus large. Alors, avec Maduro capturé et le monde divisé, quelle est la situation sur le terrain à Caracas maintenant? C'est une situation de vide du pouvoir et d'incertitude totale. Les États-Unis ont annoncé leur intention de mettre en place un gouvernement de transition. L'objectif à court terme, d'après les sources, est double. Stabiliser la politique
et très vite superviser la reconstruction de l'infrastructure pétrolière. qui est en piteux état. En très piteux état, oui. On s'attend à ce que de grandes compagnies américaines soient appelées pour des investissements massifs. Mais un vide de pouvoir n'est jamais vraiment vide. Est-ce qu'on voit des signes d'une résistance qui s'organise? Oui, et c'est un point crucial pour la suite. La vice-présidente Delcy Rodriguez a fait une déclaration publique rejetant la destitution de Maduro. Elle qualifie de traîtres tous ceux qui collaboreraient. C'est le début d'une possible résistance interne. C'est ça, voire d'une future guérilla. Et sur le plan international, la tension ne retombe pas, surtout avec la Russie qui exige la libération de son pétrolier. Élargissons un peu la perspective. Quelles sont les implications plus larges de cette intervention, au-delà du Venezuela? Plusieurs sources, notamment des analystes britanniques, replacent cet événement dans un contexte global. Ils évoquent un risque accru de conflit mondial en 2026 et ils citent le Venezuela comme un des multiples points chauds potentiels. Aux côtés de Taïwan ou de l'Ukraine, par exemple? Exactement. L'intervention est vue comme un facteur déstabilisant majeur qui pourrait en fait encourager d'autres puissances à faire de même. Et il semble que ce ne soit pas forcément une action isolée. Les sources rapportent des déclarations du président Trump qui sont assez inquiétantes pour les voisins. En effet, dans ses déclarations, il a laissé entendre que le Mexique, à cause de l'influence des cartels, pourrait être une prochaine cible. Que ce soit une menace réelle ou juste de la pression diplomatique. Le simple fait de le dire envoie une onde de choc dans toute la région. Ça soulève d'immenses questions sur la stabilité future de l'Amérique latine. Quand on rassemble toutes ces informations, la situation laisse une question centrale en suspens. Avec cette intervention directe, cette annonce d'une gouvernance temporaire par une puissance étrangère, quel précédent est créé pour le futur de la souveraineté nationale, dans la région et même dans le monde, surtout quand une nation possède des ressources aussi convoitées que le pétrole. Naviguer à travers des événements aussi complexes, rapportés par des centaines de sources, en plusieurs langues avec des points de vue divergents, c'est précisément la raison d'être de Stylo News. L'application synthétise toute cette masse d'informations pour donner une vision claire et concise en quelques minutes. Pour créer vos propres bulletins d'information personnalisés, basés sur l'intelligence artificielle, vous pouvez télécharger l'application Stylo News sur mobile ou sur votre ordinateur. Rendez-vous simplement sur www.stylonews.com pour vous abonner. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour nos prochaines analyses et suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés pour rester informés.